vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le plaisir de penser les choses. Je vous remercie de votre visite. Dans le règne de l'impensé. Je vous propose donc de partager avec moi une élaboration faite sur le concept de langue de bois. Cette élaboration est structurée par un fil directeur, une hypothèse de travail qui est la suivante. La langue de bois représente une attaque faite à la pensée humaine. Nous faisons donc l'expérience d'un discours qui nous situe dans le champ de la communication. Cette attaque vient d'un émetteur et elle s'adresse à un ou des récepteurs. Et je vais, au cours de cette élaboration, appuyer cette hypothèse avec un certain nombre d'arguments. L'élaboration comprend 3 parties. Dans la première partie, je vous ferai une description de la langue de bois, dans ce cas-là, d'implicite, d'explicite, et les conséquences au niveau du récepteur. Dans une deuxième partie, nous allons faire référence à l'œuvre de Orwell, et en particulier aux novlangues. Et dans une troisième partie, je vais vous donner dans le détail les figures de style utilisées par l'émetteur pour structurer cette rhétorique et leur effet. Habituellement, il ne manque pas de qualificatifs pour décrire ce discours comme étant technocratique, expert, savant, dogmatique, impersonnel, inauthentique, ennuyeux, creux, etc. Tout ceci n'explique rien. Je vous propose donc d'aller à la fois au-delà et en deçà de cette description. Bien entendu, la langue de bois n'invite pas au dialogue. Et elle est certainement antagoniste au plaisir de penser les choses. Alors, comme vous le savez, la langue de bois est une rhétorique qui est universelle, parlée dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, la traduction littérale du mot langue de bois dans différentes langues connote souvent l'idée de dureté, d'étanchéité et de rigidité du discours. De même que le bois lui-même est un corps rigide et étanche au liquide. Alors, qui parle et ou écrit la langue de bois? En fait, peu de monde, et le plus souvent des professionnels. Les hommes politiques, les dirigeants d'institutions publiques, privées, des personnages intitulés bureaux technocrates. Dans l'univers des médias, les journalistes, qui sont les relais de la langue de bois. C'est eux qui vont diffuser largement la langue de bois et surtout la manière dont elle évolue. Bien entendu, il y a dans les médias un certain nombre de personnages qui se présentent comme leaders d'opinion, penseurs, philosophes, experts, etc. et qui assez souvent pratiquent la langue de bois. Les protagonistes des discours de propagande et publicitaires contemporains. Évidemment, si vous allez chez le boulanger pour acheter du pain, le boulanger n'a pas besoin de vous parler la langue de bois pour vendre le pain qu'il fabrique. Un point fondamental de cette élaboration, la langue de bois est plus souvent écrite que parlée. Écrite dans des comptes rendus, des politiques, etc. Voici le texte qui est un compte rendu d'un forum international. Vous pouvez le lire en diagonale. On va y revenir plusieurs fois par la suite. Une première lecture vous permet de réaliser que vous n'avez rien compris à ce qui est écrit. Pourquoi la langue de bois est-elle plus souvent écrite? Tout simplement parce que c'est plus facile. Pour parler la langue de bois, il faut un certain talent oratoire. Il faut une préparation. Il faut sans doute avoir autour de soi une équipe de gens qui vont écrire le discours et qui vont vous donner les moyens de faire croire au récepteur que vous improvisez. La langue de bois est donc une rhétorique qui est charpentée, comme toute rhétorique, par des figures de style. Point fondamental, l'émetteur de la langue de bois utilise des figures de style que nous utilisons nous quotidiennement.
La différence, c'est qu'il va les utiliser de manière beaucoup plus fréquente et plus insistante. Et comme disait Orwell à propos d'une novlangue, il va marteler le discours avec ses figures de style. Dans ce compte-rendu écrit, j'ai mis en évidence les principales figures de style. Vous constaterez qu'elles occupent quasiment la moitié du texte. Pourquoi ? Parce que les métalangues de bois ne fait preuve d'aucune créativité en matière de langage. Le langage est un simple instrument destiné à manipuler le récepteur. Il va donc inviter le récepteur à jouer à un jeu dont il ne connaît pas les règles. Comme ce jeu de cartes où, une fois les cartes distribuées, chaque joueur doit deviner quelle est la règle que personne ne connaît, mais que l'on doit découvrir avec les gains et les pertes. Voici une liste des principales figures de style utilisées pour construire cette rhétorique. Argument fondamental, il est le suivant. La langue de bois est un discours qui porte sur une réalité et non pas la réalité. Ce qui va permettre en particulier de promener le récepteur entre la réalité et une réalité et d'entretenir l'inintelligibilité, la confusion, la perplexité. Par exemple, un homme politique qui parle la langue de bois et qui évoque le chômage parle d'une réalité du chômage et non pas de la réalité. Une réalité que le récepteur pourrait partager s'il en avait l'expérience, par exemple. Et cet homme politique pourrait paraître déconnecté de la réalité, décalé vis-à-vis d'un public. En fait, il ne l'est pas du tout. Mais c'est un abus de la langue de bois qui provoque cet effet. En fait, la langue de bois n'est qu'un véhicule qui transporte des intentions, des projets, des mobiles, et ceci le plus souvent à l'insu du récepteur, alors que le récepteur peut être directement ou indirectement concerné par ceci. Une attaque faite aux processus de pensée qui nous permettent d'élaborer la réalité, ce que nous faisons quotidiennement, de manière à, par exemple, prendre de la distance, nous positionner, éclairer cette réalité sous des angles différents. Et si c'est un discours, faire référence à d'autres discours, d'autres idées, théories, propositions. Faire fonctionner la pensée symbolique. Essayer de trouver un sens à cette réalité. Dans ce mouvement d'élaboration de la réalité participe la pensée critique. Et la pensée critique est une cible importante pour la langue de bois. Parce que la pensée critique nous permet, en faisant appel à la raison, d'évaluer à notre niveau la qualité, le bien fondé, la valeur, la pertinence d'idées, de propositions, de théories. Même si la pensée critique fait appel à la raison, elle peut être biaisée par la subjectivité qui est le lot de l'homme. Nous avons de la réalité, chacun, une perception différente. Et nous pouvons très facilement faire des erreurs de jugement critique. Par exemple, nous pouvons croire à un lien de causalité entre deux événements au prétexte qu'ils se succèdent. C'est la pleine lune et mes collègues de travail sont de mauvaise humeur. Nous pouvons dénier une proposition pour en affirmer une autre. Il n'y a pas de preuve comme quoi les fantômes n'existent pas, par conséquent ils existent. Nous pouvons accepter la qualité d'une œuvre au prétexte que cette œuvre est immensément populaire. Pour penser la réalité, nous allons le faire avec du langage. On peut bien entendu penser sans langage. Ici, nous avons affaire à un discours, donc nous allons penser avec des mots. Le cerveau ne mettra pas à notre disposition tous les mots possibles qui nous permettraient
d'élaborer la réalité. Nous allons le faire avec un stock de mots qui est un stock lexical, qui est individuel et qui a ses limites. La richesse ou la pauvreté de ce stock lexical est corrélée avec la qualité ou la pauvreté des échanges langagiers que nous avons eus au cours de la petite enfance et de l'enfance avec notre entourage proche, et en particulier les figures parentales. Ce stock lexical est très variable, qualitativement et quantitativement, selon les individus. Vous avez des individus qui ne disposent que de quelques centaines de mots pour penser la réalité. Le stock lexical des protagonistes d'émissions de télé-réalité comporte environ 500 mots. Ce qui suffit, comme on dit, pour fonctionner. La moyenne habituelle est d'environ 3000 mots. Ce stock lexical est un des meilleurs indicateurs pour évaluer le niveau d'intelligence humaine. Il est donc corrélé avec votre niveau d'éducation, votre niveau scolaire, professionnel. L'outil le plus efficace pour améliorer ce stock lexical au cours de l'enfance, c'est la lecture. Et une lecture faite sur format papier, une lecture quotidienne, éclectique, ludique. En aucun cas, l'exposition à des supports numériques au cours de l'enfance n'améliore le langage ou le stock lexical. Bien au contraire, au-delà d'une certaine limite quotidienne d'exposition à ces supports numériques, que ce soit au cours de la petite enfance, de l'enfance ou de l'adolescence, cela engendre des troubles cognitifs, et en particulier au niveau de l'attention, de la concentration, la mémoire, les performances académiques. Même si le contenu visuel ou auditif a une intention pédagogique. Et ce seuil quotidien d'exposition à des supports numériques, il ne devrait pas dépasser, au cours de la petite enfance, c'est-à-dire avant l'âge de 6-7 ans, 0 heure par jour. Et au-delà de cet âge, au maximum 1 heure par jour. Et cela comprend téléphone, tablette numérique, ordinateur, télévision. Même si cette exposition est indirecte. Un bébé qui, de manière indirecte, est exposé à la télévision, subit les mêmes phénomènes. Moins nous avons de mots pour penser les choses, et plus nous avons tendance à raisonner à l'affect. Comme on dit vulgairement, à raisonner avec nos tripes. Et plus nous sommes faciles à formater, à conditionner, à modeler par de la propagande. Pour faire une description de ce discours, il me paraît pertinent de vous décrire ce qu'il a d'explicite, c'est-à-dire ce que l'émetteur dit au récepteur et ce qu'ils entendent, et ce qu'il a d'implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit, et qui assez souvent est beaucoup plus important. Voici les principaux effets explicites recherchés par l'émetteur et portés par la langue de bois. L'émetteur va donc complexifier le discours en utilisant, comme on dit, des mots qui en imposent. Cette complexification va lui permettre d'accroître sa propre légitimité et d'engendrer chez le récepteur du respect et de la reconnaissance. On donne à ce discours des qualificatifs de discours expert, technocratique. La complexité est destinée aussi à engendrer chez le récepteur la perplexité, l'incompréhension, la confusion. L'ennui et la démobilisation ont bien entendu à voir avec la complexité. Cela va engendrer chez le récepteur des phénomènes donc de démobilisation, voire de défaitisme, d'ennui. La confiance, le consensus, la soumission sont liés dans la langue de bois. La confiance. Bien entendu, l'émetteur ne peut pas fabriquer de la confiance, mais il a besoin d'un minimum de confiance
même si cette confiance est provisoire et superficielle. Et pour obtenir la confiance du récepteur, il va utiliser des techniques. Cette confiance va engendrer chez le récepteur, évidemment, une plus grande crédulité, une baisse, comme on dit, des défenses. Nous sommes dans un registre d'instrumentation. Un escroc qui déploie beaucoup de temps et d'énergie le fait pour gagner la confiance de la victime, de manière à pouvoir déceler chez la victime des potentialités, des failles qui vont lui permettre d'opérer l'escroquerie. La cupidité, argent facile. Ce qu'on appelle le storytelling est une technique de propagande utilisée en politique qui est particulièrement efficace pour gagner la confiance. Il s'agit tout simplement de livrer au récepteur le récit dans lequel l'émetteur a fait un parcours semé d'obstacles, de difficultés, jusqu'à atteindre une réussite qui peut être intellectuelle, financière, sociale. Pourquoi est-ce que c'est très efficace? Tout simplement parce que ça va d'abord engendrer chez le récepteur de puissants mécanismes d'identification au héros. Au départ, il est comme vous et moi et regardez ce qui se passe, ce qu'il est devenu. D'autre part, le récit ne peut pas être contredit. Bien entendu, on peut le croire ou ne pas y croire, mais c'est sans importance. Contrairement à un programme politique ou à des propositions, il ne peut pas y avoir de contradiction ou de critique. Le consensus. L'émetteur a besoin d'obtenir du consensus. L'émetteur fait souvent référence à un consensus, qu'il existe ou non. Et pour obtenir du consensus, l'émetteur va privilégier dans le discours l'utilisation de mots globalisants, de mots qui n'engendrent aucun clivage, scission, contradiction, critique. Par exemple, justice sociale, éthique, humanisme. Des mots où chacun peut comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Tel homme politique qui pratique la langue de bois dit « Les homosexuels constituent une minorité vulnérable ». Les récepteurs pour qui l'homosexualité ne pose pas de problème peuvent considérer ce discours comme recevable, minorité vulnérable. Les récepteurs pour qui l'homosexualité déclenche la haine, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que les homosexuels, au fond, ce sont des mineurs, des enfants, et que probablement pour les remettre sur le droit chemin, il suffit de leur donner une raclée. Et si de surcroît ils sont vulnérables, ils vont bientôt crever et on va être enfin débarrassé. Donc vous voyez comment une phrase peut ramener du consensus. La soumission vis-à-vis de l'émetteur peut être de fait, compte tenu d'une relation hiérarchique. Elle peut être aussi engendrée par la notoriété de l'émetteur, son expérience, sa crédibilité, sa visibilité médiatique. Cette soumission, selon le contexte, peut se transformer en servilité. Voici les principaux effets implicites recherchés par l'émetteur et portés par la langue de bois. Masquer. La langue de bois est très efficace pour masquer un certain nombre de choses du côté de l'émetteur. L'incompétence. Si le directeur d'une institution parle la langue de bois, il n'est pas forcément incompétent en tant que directeur, mais il peut avoir une incompétence argumentaire sur une réalité telle qu'il l'a décrit. Et la langue de bois est très utile pour masquer ce phénomène. De même, la langue de bois permet de masquer le pouvoir, les enjeux de pouvoir, les conflits de pouvoir, les abus de pouvoir. Pour masquer les idéologies d'arrière-plan, qui en général sont dans des champs du savoir connexes aux champs de discussion. Par exemple, la médecine institutionnelle,
L'idéologie d'arrière-plan pourrait être le management. Masquer les enjeux, les objectifs réels, un agenda entre guillemets caché. Les émotions. En apparence, la langue de bois est un discours, on a vu, technique. Et pourtant, les metteurs de langue de bois disposent de moyens pour susciter chez le récepteur des émotions. Et pour reprendre un néologisme, devenir émotigène. Émotions de base, la haine, la peur, la colère, la joie, qui bien entendu sont destinées à ramener l'élaboration au niveau le plus bas. Fragiliser. L'émetteur dispose de techniques pour attaquer l'estime de soi du récepteur, le fragiliser, lui donner l'impression d'être mis à l'écart. Voici les principales conséquences de la langue de bois du côté du récepteur. La frustration, par exemple, peut être provoquée par le fait que le récepteur a posé une question et la réponse le laisse, comme on dit, dans le vide. Tous ces effets, bien entendu, concourent à provoquer chez le récepteur une sorte de gel de la pensée. Voici dans ces deux tableaux comment les principales figures de style engendrent chez le récepteur les effets explicites et implicites dont je viens de vous parler, et à des degrés divers. Dans la deuxième partie, je vous propose d'élaborer sur la référence faite à l'œuvre de Orwell et aux novlangues, et de voir les figures de style de la langue de bois en commençant par oxymore, euphémisme et hyperbole. Je vous informe que la prochaine élaboration sera publiée d'ici 3 à 4 semaines et elle sera centrée sur un thème qui est le suivant: Hollywood et la folie. De quelle manière les metteurs en scène hollywoodiens ont-ils porté à l'écran la folie? Et ceci dans une perspective historique.